Merci beaucoup. Eh bien, bonjour et bienvenue donc sur cette table ronde qui se tient au Salon international de l'agriculture sur le stand de l'Aveyron. L'objet de notre rencontre aujourd'hui est d'échanger sur l'étiquetage nutritionnel, le Nutri-Score. Et avec moi pour en parler, j'ai monsieur Arnaud Viala, président du département de l'Aveyron et ancien député également. Merci de nous accueillir sur le stand de l'Aveyron. Merci à vous. Ah, je pense qu'il faut l'allumer. Voilà. Merci à vous et bienvenue sur ce stand et très heureux d'y voir cette table ronde. Donc à vos côtés, nous avons Éric Andrieux, vous êtes député européen, merci d'être parmi nous également. J'ai à ma gauche professeur Philippe Legrand, vous êtes directeur du laboratoire de biochimie nutrition humaine à l'INSERM à Rennes, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et puis nous avons Anthony Soulier, vous êtes éleveur de brebis, mais aussi producteur de lait pour la filière Roquefort. Et à vos côtés, Sébastien Vignette, vous êtes secrétaire général de la Confédération générale de Roquefort et vous êtes là pour nous parler un petit peu aussi de votre mouvement que vous avez engagé vis-à-vis du Nutri-Score. Alors je reviens un petit peu sur le Nutri-Score, c'est un système d'étiquetage qui note les produits alimentaires de A à E selon les principes de leur teneur en gras, en sel et en sucre principalement. On en parlera de manière plus détaillée ensuite avec vous, professeur. Aujourd'hui, le principe du volontariat domine, mais l'Europe devrait imposer prochainement un étiquetage nutritionnel. Le Nutri-Score en est un des candidats, ça pourrait être celui-ci. En France, la grande distribution a suivi majoritairement ce logo et il est censé avoir pour objectif d'informer, mais aussi la transparence et l'amélioration des produits. Et c'est ce qu'on vient interroger un petit peu aujourd'hui à travers cette table ronde. Alors je vais commencer avec vous, Sébastien. Donc vous êtes, je le redis, secrétaire général de la Confédération générale de Roquefort. Vous êtes positionné pour l'exemption du produit au Nutri-Score. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bon, si vous voulez, on peut tous s'accorder sur l'idée qu'il est plutôt louable d'informer et d'orienter vers une consommation plus saine et plus durable. Encore faut-il que l'information ne soit pas tronquée et qu'elle contribue véritablement à l'éducation alimentaire. Ce qui n'est pas le cas du Nutri-Score, qui va plutôt punir des aliments que contribuer à l'éducation alimentaire. Et puis, si vous voulez, disons-le d'emblée, le Nutri-Score, il peut faire sens pour des produits industriels très transformés. C'est en revanche un véritable contresens quand on raisonne par rapport à nos produits de qualité AOP, IGP. La première raison, elle est simple, c'est que on applique des recettes ancestrales dont on est les héritiers, qui sont consignés dans des cahiers des charges très stricts et qui sont gages et de la qualité et du lien avec le territoire. Ces recettes, on ne peut pas les changer. Voilà, c'est déjà un élément essentiel. Et puis après, le problème du Nutri-Score, si vous voulez, c'est tout ce qu'il ne vous dit pas. Si je résume très simplement, en 3 points, les atouts santé de nos fromages sont largement ignorés. Protéines, calcium sont très mal prises en compte, micronutriments pas du tout. Le Nutri-Score ne tient pas compte des additifs, des conservateurs, des édulcorants et donc défavorise nos productions qui encore une fois ne peuvent pas changer leurs recettes. Et dernier point, mais on pourra reprendre tout ça, c'est que c'est calculé sur 100 grammes ou 100 millilitres, c'est-à-dire très loin des portions réellement consommées et même loin des portions recommandées. Si je prends les fromages, par exemple, la consommation de fromage des Français par jour, elle varie avec l'âge, mais elle est toujours autour de 30 grammes. Et bien, vous savez quoi? C'est précisément la portion recommandée par le Haut Conseil de la santé publique et le Programme national nutrition santé. Donc, il n'y a pas de problème de santé publique lié à une surconsommation de fromage qui n'existe pas, étant entendu qu'en plus, nos produits ont des bénéfices santé. Et pourtant, le Roquefort est noté E. Le Roquefort est noté E, et moi, je le dis avec dynamisme et confiance, le seul E que nous acceptons, c'est celui de l'excellence.
Alors cette excellence, Anthony, vous la connaissez bien puisque vous êtes à la source de la fabrication de ce produit. Je le redis, vous êtes éleveur de brebis. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui fait la qualité de ce produit dans votre quotidien en fait? Qu'est-ce qui va faire la qualité du Roquefort et de son lait? Oui, alors tout simplement la qualité passe par le lait. Les fondamentaux du Roquefort, déjà, c'est le lait de brebis et aucun autre lait. Et le Roquefort est un fromage au lait cru et au lait entier. C'est ça qui est en fait très important parce que le lait cru, il faut savoir qu'il transmet l'intégralité de ce que la brebis peut manger. On a la chance, et c'est même pas une chance, on va dire, c'est un fondamental aussi de notre AOP, c'est-à-dire le pâturage. Les brebis pâturent sur nos exploitations et cette alimentation qu'elles ont, qui est vraiment de très très bonne qualité, qui est produite chez nous aussi, puisque l'AOP exige que l'alimentation soit produite sur l'exploitation, fait du lait de très très bonne qualité et ça se retransmet ensuite dans le fromage. On a cette chance-là que ce fromage est au lait cru, et ça amène une diversité microbienne en fait aussi dans le fromage. Et c'est très 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 intéressant parce que c'est quelque chose qui se retrouve pas dans une multitude de fromages, mais chez nous on l'a. Et le Roquefort, c'est un produit simple, il est peu transformé, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Donc c'est un produit qui a très peu d'ingrédients. Donc le lait, je l'ai cité, du sel et des champignons, le pénicillium roqueforti, excusez-moi. Et en fait, c'est vrai que pour nous c'est une évidence, mais on a du mal à s'imaginer en fait un Roquefort avec des agents texturants qui viendraient remplacer le gras, des conservateurs qui viendraient remplacer le sel. C'est vrai que les produits qui sont dedans sont des produits naturels et on n'a pas envie d'avoir une liste des ingrédients dans ce fromage comme des produits ultra transformés qu'on trouve partout. C'est vite résumé, lait, sel et Roquefort, pénicillium roqueforti. Alors vous qui êtes au cœur de la production de ce fromage, quel effet ça vous fait de recevoir cette note rouge, cette note de E? C'est la sanction et surtout ça fait mal au cœur. On est en fait ici au salon de l'agriculture. Vous voyez partout des produits de qualité, des gens qui font déguster, qui vont vers le public pour faire goûter des produits dont ils sont fiers. Et j'avoue que demain, si on doit aussi arborer ce E, on n'ira pas vers le public avec la même fierté. Voire même, est-ce qu'on fera le salon? Est-ce que le contact avec le consommateur sera le même? J'ai envie de dire, pour ma part, je me sentirais même coupable de le faire. Alors que tout est dit, notre produit est sain, notre produit est bon. On a une qualité organoleptique dans notre Roquefort qui est inimitable. Le Roquefort, c'est un fromage unique. Et ça, les consommateurs le savent. Et on a cette chance-là d'avoir aussi cette notoriété jusqu'à l'international. C'est une fierté pour nous en tant qu'éleveurs, ne serait-ce que quand on voyage ou quand on part en vacances, de pouvoir parler de notre produit et d'avoir la petite remarque « Ah oui, le Roquefort, je connais ». Et vous, Arnaud Viala, quel est votre rapport avec le Roquefort? Vous êtes un enfant du pays, qu'est-ce que ça représente pour vous? Je suis même un enfant du Roquefort puisque je suis fils d'éleveur et qu'il m'arrive encore assez régulièrement d'aller à la ferme. Moi, le rapport que j'ai, alors je les ai écoutés avec attention, eux expriment vraiment ce qui fait les caractéristiques particulières de cette production. On pourrait dire d'ailleurs à peu près la même chose d'autres AOP ou IGP que nous avons la chance d'avoir dans le département de l'Aveyron. Et je pense que ce que le Nutri-Score ou les autres types de caractérisation imaginables ne font pas, c'est justement concevoir l'exception. Tu disais que le E c'était celui d'excellence, moi je pense que c'est celui de l'exception. Et c'est pour ça, on a des produits exceptionnels,
dont la valeur gustative, dont la valeur historique, patrimoniale, plaisir, ne peut pas être calculée par une barrette. Et nous, ce que nous pensons, et quand je dis nous, ce sont tous les élus du département et au-delà, toute origine, tous horizons politiques confondus, toute strate, pensons unanimement que ce qu'il faut obtenir, c'est l'exemption de cette notation pour les produits qui relèvent de l'exception. Le Roquefort relève de l'exception de plusieurs manières, par son âge, par le fait que c'est la plus ancienne AOP de France, par le fait aussi que beaucoup avant nous, et nous aujourd'hui tous ensemble, se sont battus et nous nous battons pour que l'AOP ne change pas, qu'on conserve la recette, les méthodes qui sont particulièrement contraignantes pour ceux qui fabriquent le Roquefort, mais qui en font aussi l'exceptionnalité. Et on ne peut pas mettre ça dans la même barrette de valeur que tous les autres produits. Et moi j'ajoute aussi qu'en tant qu'élu, j'ai été parlementaire, je suis aux côtés d'un parlementaire européen, il y a ici des élus du département très impliqués. Je pense qu'on commet une erreur quand on passive trop le consommateur. Le consommateur a besoin de manière de lire la façon dont il s'approvisionne, ce qu'il met dans son assiette, au cas particulier de l'alimentation. Mais il ne faut pas le rendre complètement passif face au choix qu'il fait quand il achète. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le Nutri-Score? Non seulement il y a la note, qui classe les produits d'ailleurs de manière assez incohérente quand on le regarde de près. Moi, je faisais le récit ce matin de mon expérience de samedi. Je mangeais des cacahuètes chez moi, même si c'est pas très bien. Puis mon œil s'est porté sur le score. Le score, il est B. Bon, j'ai jamais entendu personne dire que manger des cacahuètes, c'était particulièrement vertueux pour la santé. Donc il y a un problème de ce point de vue-là. Mais il faut aussi que le consommateur apprenne à exercer son libre arbitre lorsqu'il achète. Et le travers de ces notations, c'est que non seulement elles existent, elles peuvent enjoindre à l'erreur, mais elles sont aujourd'hui accompagnées d'applications que les consommateurs scannent lorsqu'ils achètent, qui leur disent carrément « ne mangez pas ça, achetez à la place le yaourt 0%, qui n'a rien à voir, absolument rien à voir avec ce qu'on peut avoir comme expérience de vie lorsqu'on déguste du Roquefort ». Donc on a aussi cette considération-là vraiment politique à avoir sur la manière dont on éduque le consommateur au choix qu'il fait lorsqu'il achète, à ce qu'il met dans son panier, à ce qu'il met dans son assiette. Et ça ne passe pas pour moi par la passivation complète à laquelle peut conduire le système proposé s'il va jusqu'au bout. Alors, Éric Andrieux, vous êtes député européen. Vous aussi, vous vous êtes positionné pour l'exemption de Nutri-Score pour les produits AOP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons? Rapidement, merci d'avoir donné l'invitation. Moi, pour lever, alors, je ne vais pas mener un bémol, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, avec ce qui vient d'être dit. Je l'ai écouté, moi également, Monsieur le Président, avec beaucoup d'attention. Moi, je suis favorable au Nutri-Score. Je crois qu'il y a un enjeu, mais, il y a un mais, évidemment, vous l'imaginez, donc voilà, il y a un enjeu de santé humaine qui est devant nous, et je pense qu'effectivement, comme vous venez de le dire, c'est un sujet en soi, donc, et je pense qu'il faut effectivement accompagner le passage du statut de consommateur au passage du statut de citoyen. On donne des éléments de véracité, et ça a été dit, donc, dans l'information de tout ce qu'on ingère. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans le monde de la transformation, mais dans le monde agricole donc, et de l'alimentation, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas les agriculteurs, et malheureusement, on le sait que trop bien, ce ne sont pas les consommateurs, c'est le monde de l'agro-industrie et de l'agrochimie, pour faire vite. Donc, qui ont mis le pouvoir, c'est mon sentiment, c'est le modèle, je dirais globalement. Donc je pense que la question de l'information sur tout ce qui est solide et liquide, je viens de rencontrer les vignerons indépendants il y a quelques minutes, c'est un sujet aussi qui nous occupe, hein, qui nous a occupés dans le cadre de la PAC et de le rapport de l'OCM, c'est-à-dire tout ce qui était de l'étiquetage, etc. Bon, c'est pas le sujet, mais ça s'en rapproche, tout est lié. Je pense qu'il faut vraiment avancer sur ce sujet-là, de responsabiliser le consommateur pour en faire un acteur citoyen. Donc, et pour ce faire, il faut donner des éléments d'information. C'est pour ça qu'il y a un mais sur le Nutri-Score. Déjà, le Nutri-Score,
c'est un élément intéressant, nécessaire, mais pas suffisant. Ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire qu'il faut, il mérite d'être amélioré. Et Sébastien Pignette vient de le dire excellemment. Lorsqu'on sait bien que, par exemple, les sucres ajoutés ne sont pas pris en compte donc, dans l'étiquetage. Donc, il y a vraiment, c'est un champ qu'il faut investiguer pour aller beaucoup plus loin. Mais, et le mais est important, je pense que ce support d'information, il a été conçu à l'origine pour les produits ultra transformés. Et là, pour le coup, ça se justifie. Et on sait bien qu'aujourd'hui, plus on avance, plus on assiste donc, à de la transformation de produits. Et là, c'est un élément intéressant. Mais il ne s'applique pas, de mon point de vue, aux produits mono-ingrédients, et donc aux produits issus des AOP ou des IGP. Et en cela, il faut amener des réponses. On ne peut pas rester arc-bouté sur un principe qui a certes ses qualités, mais qui n'est pas adapté à tous les produits. Et moi, je fais partie de ceux qui plaident au niveau du Parlement européen l'exception, vous l'avez dit, donc, et je plaide aussi l'excellence, donc pour le secret du Roquefort, à l'évidence, donc, hein, mais ça veut dire qu'il faut vraiment avancer sur ce chemin-là. Parce que d'un côté, si on va à la confrontation, ça je parle pour le secteur et la production, on ne gagnera pas le combat. La santé humaine va dominer tous les débats. Et moi, je pense qu'il faut plutôt aller sur les véritables solutions. Et moi, je trouve que la dynamique de l'exception doit avancer dans le travail qui est engagé au niveau européen. Alors, au niveau européen, aujourd'hui, on va vers de l'information, vers de l'étiquetage. Donc, hein. On s'appuie aujourd'hui sur l'exemple français à travers le Nutri-Score, c'est vrai. Mais ce que nous prenons et ce que je prône, moi, c'est vraiment qu'on améliore l'outil et qu'on prenne en compte les produits mono-ingrédients, tels qu'on le voit et les AOP, les IGP. Parce que tous ceux qui donnent lieu à un cahier des charges, tous ceux qui donnent lieu à des exigences auprès des producteurs, vous l'avez excellemment expliqué tout de suite, donc, hein, méritent d'être pris en considération. Ce n'est pas le cas pour les produits transformés. On ne parle pas des mêmes choses, on ne parle pas des mêmes sujets, on ne parle pas des mêmes objets. On a d'un côté l'industrie de la transformation, et on a de l'autre côté les productions et les produits issus, je le redis, d'un seul ingrédient. Donc c'est un sujet qui n'est pas simple, mais qu'il faut appréhender dans le souci, comme ça a été dit, comment dire, de la vérité de l'information donnée. Et ensuite, le dernier élément, c'est qu'il faut induire, comment dire, il faut donner l'information aux consommateurs, mais donner l'information ne veut pas dire induire l'acte d'achat. C'est-à-dire que c'est des éléments, c'est un petit peu fin ce que je dis là, mais je veux dire, il faut bien réfléchir au support de l'information. C'est-à-dire que le consommateur, pour qu'il devienne citoyen, il faut qu'il fasse l'effort d'aller chercher finalement l'information comme il se doit. Donc, hein. C'est la différence entre l'information et le conditionnement. Exactement. Donc là, c'est un sujet sur lequel, en tant qu'acteurs politiques, nous devons, et législateurs, prendre la mesure de ce qui est sur la table. Voilà, et c'est les sujets, et souvent les tenants du Nutri-Score, on est toujours dans l'excès, donc je vais dire, d'ailleurs le E c'est un petit l'excès, voilà, donc très bien, donc sont dans l'excès, effectivement, ne veulent pas entendre ces éléments de différenciation-là, et c'est là-dessus que le législateur va devoir, c'est mon point de vue, donc agir dans les mois à venir. Alors, le 19 octobre dernier, le Parlement européen a voté une résolution sur la stratégie communautaire qui s'appelle « De la ferme à la table », Farm to Fork. Que dit ce rapport d'intention? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le point sur où on en est au niveau de l'Europe? Alors, Farm to Fork est une stratégie qui se décline au niveau Europe. Donc, on a défini des grands objectifs qui s'appellent le Green Deal, le pacte vert, qui a pour objet, finalement, de parvenir à un continent neutre en carbone en 2050. En fait, il faut que toutes nos politiques publiques, c'est ça l'enjeu, je dirais méga politique, donc, ou géopolitique, que toutes nos politiques publiques participent de la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. L'enjeu climatique est un enjeu que tout le monde ne peut plus nier aujourd'hui. Derrière cet enjeu climatique-là, il y a deux stratégies qui se sont mises en œuvre, définies et votées au niveau européen. Farm to Fork, c'est de la ferme à la fourchette, avec quelques éléments, je vais y revenir, et ça, la stratégie de la biodiversité. C'est-à-dire souvent, même quand on prend en compte le climat, on minore donc la prise en compte des dégâts produits sur la biodiversité. Aujourd'hui, les éleveurs, et quand on parle de biodiversité, et quand on est dans l'Aveyron, on sait ce que biodiversité veut dire, par exemple. Donc, il y a des modèles agricoles qui sont en train, ou qui ont et ce n'est pas le cas dans l'Aveyron, dans ce cas, il faut être clair, ils sont en train de casser la biodiversité. Pour revenir sur Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, ce sont des stratégies qui accompagnent le Green Deal, donc, hein, et encore où il est affirmé, effectivement, que l'on va accompagner le changement du modèle de l'agriculture, donc, hein, avec à la fois la diminution de 50% des intrants, donc des pesticides dans l'agriculture européenne, et tout ce qui est de la reconquête des espaces
alors il y a beaucoup d'éléments, je ne vais pas les développer là, mais en particulier ce qui est tendre vers la qualité, tendre vers les marques, tendre vers la culture biologique. Et là, on est au cœur du débat. Donc, parce que, monsieur le député, sur Farm to Fork, et regardant l'étiquetage nutritionnel, parce que je pense que c'était la question là, moi ce qui m'intéresse quand même, c'est de bien noter, vous me contredirez peut-être, mais je ne pense pas, que Farm to Fork dit bien quand même que la logique dans la modification des recettes, c'est une invitation aux produits industriels transformés, et dit aussi que pour nos AOP-IGP, il faudra réfléchir à une forme de prise en compte de leur spécificité sur l'étiquetage nutritionnel. Parce qu'on présente souvent Farm to Fork comme disant il va y avoir un étiquetage nutritionnel uniformisé au niveau européen. Ça, ok, mais on oublie souvent de dire quand même que ces spécificités que l'on revendique, y compris dans ce rapport-là, sont évoquées. Tout à fait. C'est effectivement, Farm to Fork, pour revenir, parce que c'est vrai que c'est un gros dossier, donc, et désolé d'avoir appréhendé la question de façon globale, mais si on veut combattre l'enjeu climatique, ça veut dire qu'on doit changer de modèle et on doit aller vers une agriculture de proximité et dite circulaire. Et donc tout tend vers ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire effectivement, on doit en fait, j'allais dire, les produits d'excellence comme le Roquefort sont à 100% dans la ligne de ce que va exiger Farm to Fork. C'est-à-dire qu'on passe de l'agriculture méga à une agriculture micro. Donc là, dans lequel les circuits courts, toute l'économie circulaire va être développée, et du coup, la forme d'étiquetage et d'information sera spécifique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une agriculture et un territoire, on est sur la question des agricultures et des territoires, avec la logique des différenciations. Donc c'est pour ça qu'il y a une incompatibilité entre une information et un étiquetage uniformisé au niveau européen et des étiquetages et des informations liées aux spécificités de nos produits. Donc ça c'est un sujet qui est en cours, sur lequel il va falloir qu'on légifère également. Et je pense que là-dessus, il faut que les acteurs que vous êtes, eh bien, vous savez bien le faire dans tous les cas, nous permettent à nous en tant que législateurs, d'avoir les armes, et on les a aujourd'hui, pour défendre la spécificité de nos territoires et de nos produits. Et Farm to Fork s'inscrit dans cette logique-là. Donc il y a, si vous voulez, des débats. On a vécu la semaine dernière au Parlement européen avec un rapport sur BECA, c'est le rapport sur l'initiative sur le cancer, où là également, il y a, j'ai envie de dire, pour faire vite, le trop tue le bien. Voilà, donc il faut qu'on soit vigilant là-dessus, parce qu'on ne peut pas uniformiser l'ensemble de la production agricole, ni française ni européenne. Et la question qu'il faut se poser, moi je me la pose chaque fois qu'on aborde ces questions-là, c'est à qui profite le crime finalement. Et le crime ne profite pas aux producteurs aveyronnais, ne profite pas aux transformateurs aveyronnais, il profite à un modèle agricole qu'on voudrait nous imposer et que l'agrochimie et l'agro-industrie voudraient nous imposer aujourd'hui. Quel est mon sentiment? Alors revenons justement à l'usage du Nutri-Score, puisque normalement c'est le consommateur qui le doit servir. À nos côtés, nous avons le professeur Legrand, vous êtes spécialiste en nutrition. Au-delà de l'aspect punitif du Nutri-Score ou de ces questions-là, sur un plan purement nutritionnel, est-ce que selon vous, il va dans le sens de l'équilibre alimentaire? Alors d'abord, je voudrais juste préciser que même si mon laboratoire est rattaché à l'INSERM, je suis avant tout professeur à l'agro et donc sensible à toutes les questions du monde agricole que j'aime bien, du monde de l'élevage. Alors, le Nutri-Score, il a le mérite d'exister. Comme le disait M. Andrieux, il est né chez des gens sérieux, des scientifiques sérieux, qui avaient en charge d'améliorer la santé publique. Donc il fallait faire quelque chose par rapport à un certain nombre de choses. Avec le recul, ma position n'est pas du tout marginale, et beaucoup de scientifiques, plus que de cliniciens, parce que les cliniciens ils voient les malades, les scientifiques, on s'intéresse aux algorithmes et à tout ce qui considèrent qu'il est un peu daté. Bon, je dis les choses clairement, il a le mérite d'exister, il repose sur une vraie bonne volonté et du sérieux pour la santé publique, mais il est daté. Pourquoi il est daté? Parce qu'il a été trop simple, grossier, à savoir, il y a des points positifs et des points négatifs. Ça a été plutôt les points négatifs, vous l'avez souligné. Lipides, acides gras saturés, sucre et sel, qui sont quand même des nutriments, c'est pas des poisons, c'est-à-dire sans ces nutriments-là, on ne vit pas non plus. Donc c'est une question de quantité. Mais en positif, là par contre, il y a un gros problème qui n'est pas résolu et qu'il faut résoudre. Il y a protéines, ok, heureusement, fibres, fruits et légumes, ce qui fait 2 fois un peu la même chose, et rien d'autre. Or, dans la nutrition, le moindre cours de nutrition de première année, c'est, il faut rajouter les vitamines, les minéraux,
les acides gras indispensables et puis les micronutriments un petit peu variés. Donc c'est le premier angle d'attaque. Moi je garde tout simplement ma position scientifique, elle peut être utile à vos questionnements, elle peut être aussi en opposition. Et donc vis-à-vis de ça, la base de l'algorithme doit être corrigée. Pour prendre en compte tous ces autres éléments qui ne sont pour le moment pas considérés. Dès lors qu'il y a une échelle avec du vert et du rouge, il faut être extrêmement précis. Et donc, actuellement, par exemple, les lipides sont maltraités parce que le pilier lipide du Nutri-Score, il est faux. Et là, je parle S-qualité puisque je présidais les recommandations en lipides dans le cadre de l'ANSES, sur lesquelles, visiblement, le Nutri-Score s'est assis complètement. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que dans les lipides, si on ne traite en négatif que les acides gras saturés sans pouvoir répondre aux besoins en oméga 3 de la population française sur une base scientifique à base de raisonnement sur les maladies cardiovasculaires et sur le vieillissement, maladies neurodégénératives, ça veut dire qu'il faut corriger, quoi. Il n'y a pas de doute, on ne peut pas se servir des saturés un peu à juste titre pour parler d'excès et puis dire les lipides, de toute façon les lipides c'est zéro, mais non, c'est plus que zéro, c'est négatif dans cette vision-là. Il y a plein de lipides intéressants, pas forcément dans le Roquefort, mais donc moi je reste sur la base générale. Il faut revoir les deux bases de l'algorithme en négatif et positif pour faire une vraie nutrition et non pas un punissement. Et deux, revoir le pilier lipide qui lui est faux. Bon, donc là, je le dis carrément. Donc ça va forcément faire changer l'algorithme. Alors, vis-à-vis des questions que j'ai entendues, moi je ne sais pas s'il faut faire des exemptions. Je ne suis pas sûr que ce soit... en tout cas, je n'ai pas donné mon avis là-dessus. En revanche, je partage et je vous donne un argument qui peut servir un peu comme l'exemption, c'est les aliments simples. Alors je dis simples, parce que je ne veux pas dire non transformés, parce qu'on ne sait pas où commence la transformation. Les aliments simples ne doivent plus faire partie du Nutri-Score. Alors il y aura un débat, où est-ce que commence le simple ? Oui, mais pourquoi ? Tout simplement parce que l'équilibre nutritionnel et la santé reposent sur un menu, c'est-à-dire un choix éclairé, plus ou moins réussi, de produits qui sont tous déséquilibrés, à commencer par les fibres, à commencer par le beurre, à commencer par les huiles, mais aussi les fruits et légumes. Tout, il y a des déséquilibres partout. Donc c'est l'intelligence et l'éducation alimentaire qui fait le choix. De ce point de vue-là, classer les huiles en D et E sans même en trouver une qui vaille du vert, ça va pas, parce qu'il y a eu des guerres dans l'Antiquité pour les huiles, on a besoin de gras. Donc si vraiment c'est un choix, comme le dit le Nutri-Score, au sein d'un groupe, un choix de conseil à l'achat, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut que dans le choix, ça aille de vert à rouge. Donc là encore, on retrouve le pilier lipide qui va pas du tout. Une telle haine des huiles, c'est pas possible, quoi. Et en plus, il y a de très bonnes huiles comme l'huile d'olive, qui s'est un peu battue et qui a gagné, je crois, une lettre ou deux, mais pas beaucoup plus. Donc si on sort des aliments simples, vous au passage, vous serez content. La question c'est où va l'aliment simple, et typiquement, moi spontanément, je dirais pain, lait, fromage, huile, céréales, voilà. Alors pourquoi c'est important? Parce que là où le Nutri-Score était crédible, et là où il est le plus utile à la santé publique, à laquelle on est tous attachés, c'est là où la main de l'homme compose. Mais compose en disant, tiens, je pourrais leur mettre plus de sel, moins de ceci, plus de gras. Et ça marche. Donc les industriels ont forcément été impactés par le Nutri-Score. Et donc limitons-le à cette section des aliments non simples, je veux dire, pour aider l'industriel de bonne ou de mauvaise volonté à améliorer effectivement les produits. Mais l'éducation à la quantité dans l'assiette, quel que soit le produit, est la cible prioritaire pour la santé publique vue par un grand nombre de scientifiques. Le problème, c'est que c'est pas facile. Parce qu'éduquer à la quantité sur un étiquetage, c'est pas facile. Alors le Nutri-Score, il marche bien parce qu'il est simple, mais il ne dit rien sur les quantités. Et comment on pourrait l'améliorer sur la question de la portion? Je ne sais pas. Moi, je suis biochimiste et donc je sais que certains y travaillent, mais réussir à mettre un étiquetage en disant, alors il y a eu des images de briques, avec ça vous avez 2/3 de vos briques du jour, etc. Bon, il y a à chercher, mais c'est vrai que c'est plus simple de mettre du rouge et du vert. Par contre, effectivement, c'est pas très éducatif et puis ça prend un peu les gens pour des cons quand même. Vous vouliez rebondir? Oui, je veux rebondir parce que je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut sortir les aliments mono-ingrédients du scope du Nutri-Score. Ce que vous avez dit sur l'huile, dire que l'huile est grasse, et voilà, c'est une évidence. Donc, non, mais le problème il est là. On ne peut pas à la fois prôner, les qualités du menu méditerranéen, et je suis tout à fait d'accord, donc c'est l'addition d'aliments qui créent l'équilibre du menu méditerranéen, et à la fois si on prend les produits un par un, ça ne fonctionne pas. Et le problème qui peut advenir si au niveau du législateur il n'y a pas cette prise de conscience là, c'est que demain on peut fabriquer du roquefort sans roquefort, sans lait.
C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure à qui profite le crime, et je crois qu'il faut qu'on soit vigilant. Non pas, c'est pas comme la main invisible du marché finalement, mais la main invisible qui est derrière tout ça, de vérifier que c'est pas l'industrie moléculaire, parce qu'il y a quand même des grandes tendances aujourd'hui qui sont pas si loin que ça finalement, ne sont pas derrière cette logique-là. Demain, on peut avec des molécules produire le même produit que vous avez sur la table, c'est-à-dire ça sera pas ça aura le goût du roquefort, la couleur du roquefort, l'odeur du roquefort, c'est comme le Canada Dry, mais ça ne sera pas du roquefort, quoi. Il faut qu'on soit très vigilant, c'est mon point de vue là-dessus, parce que ça peut aller très vite. Aujourd'hui, la science, et vous le savez, et l'industrie va très vite dans ces domaines-là, et la recherche également. Donc moi, je pense qu'il faut, c'est un véritable combat. Je le dis, moi, vous le savez, je serai à vos côtés, bien sûr, ça a déjà commencé, parce que c'est un sujet de santé publique, et aussi d'éthique. Donc d'éthique sur lesquelles il ne faut pas que nous dérogions. En tous les cas, je le pense très sincèrement. Mais comme le disait le professeur, vous disiez que le Nutri-Score ne prend pas en compte l'apport nutritionnel conseillé. Et ça va aussi à l'encontre de la loi Egalim, me semble, Arnaud Viala, qui normalement doit favoriser l'accès à une alimentation saine pour tous. Et donc l'idée, ce serait que plus de 50% des produits sous signe qualité soit accessible par exemple dans la restauration collective, parce qu'il n'y a pas un problème de compatibilité avec déjà des choses qui sont posées pour protéger nos produits sous signe qualité. Il y a un problème de compatibilité effectivement avec cet aspect-là de la loi Egalim qui au contraire vise à faire en sorte qu'on éduque le plus tôt possible, parce que le premier contact avec la restauration collective c'est le milieu scolaire, disons, et même si on se heurte à des difficultés économiques pour introduire des produits sous signe de qualité dans la restauration scolaire, c'est une bonne chose que de vouloir éduquer à ce stade-là de la vie le jeune consommateur pour qu'il devienne peut-être le plus rapidement possible un consommateur et qu'il choisisse. Mais le problème, il est double. Il est dans la façon dont le règlement, le texte va être adapté de façon effectivement à ce qu'on ait un Nutri-Score qui exempte. Moi j'aime beaucoup l'idée que vous soumettez de sortir les aliments simples. Je pense qu'en plus ça nous extrait d'un débat difficile sur quel produit est AOP, IG. Alors ça c'est factuel. On aura toujours des gens qui pousseront à la porte. Si on arrive à définir l'aliment simple et à le sortir, ça me paraît être peut-être la solution idéale. Mais on a aussi l'urgence de prendre ces orientations le plus vite possible, parce que ce dont on se rend compte, c'est que la grande distribution n'a même pas attendu l'obligation, n'a même pas attendu le texte, elle généralise partout le Nutri-Score ou la grille de lecture, et le consommateur s'y habitue de manière presque automatique et l'applique. Donc je pense que ce débat, il faut le faire prospérer rapidement. Et le Parlement français ne s'en saisit pas vraiment, puisqu'il ne s'agit pas d'une loi française qui permettra de déboucher. On a quand même fait des appels du pied. À l'époque où moi j'étais député, j'avais déposé une proposition de loi. On a vu un débat d'ailleurs avec la Confédération de Roquefort qui me disait à juste titre que cette PPL ne pourrait jamais aboutir, et je le savais, puisque c'est pas du niveau législatif français. Mais ce qu'on voulait, c'était faire justement un coup de projecteur sur cette question, de la prise de conscience de la part des politiques. Le Parlement européen est dessus, et ce qui me fait peur à moi aujourd'hui dans les orientations qui sont sur la table au niveau gouvernemental, c'est de dire on va modifier l'algorithme pour qu'il épouse la différence. Moi, ça me fait peur à double titre. Ça me fait peur parce que de toute façon, monsieur le disait, il est expert, le réglage sera difficile et on ne pourra pas nier que dans certains produits AOP, il y a plus de gras, etc. Donc, ça se verra de toutes les manières, quelle que soit la modification de l'algorithme dans la note. Et surtout, on voit bien qu'il y a des tendances sociétales. Alors, le député européen parle de la main invisible. Moi, je ne veux pas qu'on donne l'impression d'être complotiste. Mais en tout cas, il y a des tendances sociétales qui sont en perpétuelle évolution, qui attirent les gens vers toujours moins de gras, toujours moins de sucre, toujours moins de...
et qui donc font que l'algorithme, si on le touche aujourd'hui, on le retouchera dans 10 ans, et on le retouchera probablement de nouveau au détriment de nos produits. Alors moi je crois que la sagesse, elle est celle que vous énoncez, monsieur, sortir les aliments simples, faire en sorte de faire le plus de pédagogie possible et sanctuariser ces recettes qui font la richesse de ces produits, mais la richesse des producteurs, la richesse de nos territoires, et qu'il ne faut pas bouger, parce que ne nous y trompons pas, ils sont peut-être là, mais y compris les industriels, certains gros industriels qui produisent le Roquefort, peuvent aujourd'hui imaginer que ce soit un entrebâillement de fenêtres pour aller modifier des recettes, et on ne veut pas ça. Alors, justement, vous parliez de consommateurs, je me tourne vers vous, Sébastien Vignette. Ça fait quelques mois maintenant que la Confédération Générale de Roquefort est vent debout pour communiquer contre le Nutri-Score. On se dit que les consommateurs aiment les produits du terroir et que ça les changera peut-être. Or, quand même, les habitudes de consommateurs changent. Quelles sont vos craintes, qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont les principales craintes face à ce Nutri-Score? Je vais vous répondre, mais je voulais compléter sur finalement le contresens. Moi, je suis de ceux qui considèrent que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que le Nutri-Score, finalement, il va favoriser les produits très transformés au détriment de nos produits peu transformés. C'est évident, il suffit de raisonner en se disant on va mettre des édulcorants à la place du sucre, on va mettre de l'amidon par exemple à la place du gras, on va mettre des conservateurs chimiques à la place du sel. Et c'est même pire, parce qu'en réalité, c'est pour avoir cette note A ou B, on va en mettre encore plus des additifs. Sur un A ou un B qui laisse penser que dans tous les cas, c'est bon pour la santé et donc potentiellement même on va le surconsommer. Donc il peut y avoir aussi un effet d'entraînement ou un effet halo parce que le consommateur n'est pas forcément éduqué sur ces questions-là. Ça devient un argument marketing. Il y a des produits qui sont pensés pour être A ou B au Nutri-Score. La promesse nutritionnelle, elle n'est pas toujours au rendez-vous, loin s'en faut. On nous parle de lisibilité. Moi, je vous invite à réfléchir. Je prends souvent cet exemple parce qu'il est parlant. Je vous invite à réfléchir à ce qu'il y a en termes nutritionnels dans un soda light noté B. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien à manger. Par contre, il y a beaucoup d'additifs, et notamment des édulcorants. Et ça, le B du Nutri-Score, il ne va pas vous le dire. Voilà. Et là, il y a quelque chose profondément... Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. On se trompe de cible, quelque part. Et en plus, on veut consommer local. Et en plus, on veut consommer bon. Moi, je veux bien qu'on parle de tout ça, mais j'aimerais qu'on dise aussi, et le professeur Legrand me mentira peut-être ou pas, on verra, mais il y a quand même un certain nombre d'études aujourd'hui qui montrent des corrélations significatives entre la surconsommation de produits très transformés et certaines maladies chroniques, cardiovasculaires, hypertension, diabète. Et là, ils sont verts. Alors, on nous dit oui, mais rouge, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas consommer, il faut consommer avec modération. Moi, je vous invite à me dire où est la modération dans le vert. Quel message utile on envoie aux consommateurs. Voilà. Et là, il y a vraiment quelque chose de perfectible. Oui, je peux répondre ou compléter. Alors effectivement, la réaction industrielle par rapport au Nutri-Score, c'est de changer la composition pour gagner une case ou deux. Donc vous avez raison. C'est pas forcément très général et c'est pas parce qu'il y aura plus d'ingrédients que ce sera forcément nocif pour la santé. Là, c'est du cas par cas et je rentre pas dans le détail. Ce que j'observe quand même, c'est qu'il y a des scores qui apparaissent, des scores d'ultra-transformation. Les scientifiques, ils observent que des produits rouges en Nutri-Score seront verts dans un score de transformation, et l'inverse est vrai aussi. Ce qui veut dire que le meilleur des scores à défendre, c'est le Nutri-Score pour moi. En tout cas, dans l'état actuel, il faut l'améliorer pour qu'il soit justement beaucoup plus robuste par rapport aux autres scores qui arrivent, parce que les scores qui arrivent, c'est la naturalité ou la transformation, plus l'aspect éco. Bientôt, il n'y aura pas assez de place sur la boîte ou sur l'enveloppe
pour mettre tout ça. Et le résultat, c'est que personne ne lira plus rien. Or, je pense, en étant du scientifique du monde de la santé, le Nutri-Score doit être défendu. Mais pour qu'on l'aide à se défendre, il faut qu'il fasse une nette amélioration. Et au passage, si l'aliment simple sort, bah, du coup, ils vont plus être en opposition avec les produits transformés. Et du coup, leur message restera peut-être plus encore pour les industriels que pour les consommateurs. Parce que les consommateurs, ce dont ils ont besoin, c'est une éducation à la masse qu'ils mettent dans leur assiette. Et ça, personne ne le fait. C'est simplement de l'éducation du bon sens. On se retrouve parfaitement parce que quand on dit finalement le Nutri-Score, si vous le voulez, lui ou un homologue ou un alter ego, réservez-le aux produits transformés, très transformés, sortez les aliments simples, comme on vient de le dire, on dit effectivement, on converge, quoi. Oui, je pense qu'il vaut mieux cette approche-là. C'est là que je disais qu'il ne faut pas lutter contre. Et là, je partage tout à fait, mais il vaut mieux aller dans le sens de l'amélioration. Ça, c'est un véritable combat. Je crois que la démonstration est faite, que à la fois que l'enjeu est important, mais que le risque est grand. C'est-à-dire que si on ne va pas vers l'amélioration, donc voilà. Et donc, je pense qu'il vaut mieux exclure, comme on l'a dit, finalement, les produits mono-ingrédients, les produits donc, sains, ou faire le comme on voudra, donc, hein, ou les AOP, IGP, etc. Mais donc que d'aller contre l'approche du Nutri-Score. Je l'ai dit en début de mon propos tout à l'heure, nécessaire mais pas suffisant, et c'est ce vers quoi il veut aller, parce qu'on sait aujourd'hui, je le redis, fabriquer du roquefort sans lait, quoi. Voilà, uniquement avec de la chimie, vous avez fait la démonstration excellemment. Et je crois que c'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter. C'est ça l'enjeu. Donc, et ça, c'est un sujet de société, et c'est le cas de le dire, donc hein, voilà, parce qu'on parle de roquefort. Bon, vous allez tous dans le sens de l'amélioration de ce Nutri-Score ou de l'exemption pour les produits, voilà, dans les deux sens. Aujourd'hui, peut-être, Sébastien, vous pouvez nous dire un peu le bilan de vos actions. Ça fait, donc on le disait, des mois que vous communiquez, que vous mettez en lumière peut-être les défauts de ce Nutri-Score. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que d'autres produits vous suivent? Qu'est-ce qui est à venir? D'abord, je dois dire que notre combat fait écho, peut-être parce que justement le Roquefort, je dis ça au Salon de l'Agriculture, c'est un symbole de l'excellence de notre agriculture, de notre gastronomie et de notre culture, et y compris la culture du bien manger qui est reconnue à l'international. Je dois le dire aussi, on a eu très tôt le soutien des acteurs du territoire, que ce soit les parlementaires, que ce soit les élus locaux, et cela de manière effectivement, Arnaud Viala, vous l'avez dit, transpartisane. Et juste, si je peux me permettre, pas d'interrompre, mais d'ajouter, ce qu'a voulu faire le département pour matérialiser ce soutien, c'est justement rassembler tous les élus qui ont fait des vidéos exprimant leur point de vue, quelle que soit leur appartenance politique, leur niveau d'implication, etc. Et puis là, il y a les maires de l'Aveyron, et le président est là, qui ont également adopté une motion, alors pas une, mais 280, je ne sais rien. La quasi-totalité des communes de l'Aveyron a adopté cette motion en soutien à la démarche, ce qui signifie que tout le territoire départemental, avec tous ses acteurs, est non pas dressé contre le Nutri-Score, mais mobilisé pour faire valoir ce point de vue de nos produits d'exception, de l'Aveyron, et puis ça a essaimé dans les départements voisins. Moi, j'ai quitté le Parlement, mais mon collègue du Cantal, que je viens d'apercevoir là, a repris la proposition de loi que j'avais écrite, l'a redéposée et est en train de ferrailler pour que le Parlement français, l'Assemblée nationale, hausse son niveau de conscience. Voilà. Oui, et c'est vraiment appréciable, on vous remercie. On a aussi des parlementaires au niveau européen qui se sont saisis de la question, là aussi de manière... Et pour moi, c'est symbolique, transpartisane et même transnationale. Voilà, parce qu'il y a de nombreux pays mobilisés. Nos amis italiens, espagnols, grecs, tchèques font partie notamment de ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe avec ce Nutri-Score et qui formulent aujourd'hui d'autres propositions d'ailleurs sur le sujet. J'ai envie de vous dire aussi que même le ministre de l'Agriculture, d'ailleurs, s'est ému à l'Assemblée des pieds dans le calcul du Nutri-Score, nous disant qu'il allait falloir en revoir la méthodologie. Donc, finalement, les consciences progressent que peut-être cette bonne idée à la base doit, 1, être améliorée, 2, doit donner lieu à des exemptions pour les produits simples comme les nôtres.
Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Elle s'achève ici. Si vous souhaitez peut-être les rencontrer ensuite pour leur poser des questions, vous pourrez. Voilà, et vous retrouverez aussi la version filmée de cette table ronde sur les réseaux de Roquefort AOP. Voilà. Merci.